Le Japon me fait rêver depuis des années, et je ne suis pas le seul. Ville fourmillante, parc d'attractions grandeur nature, traditions séculaires, temples au charme préservé, paysages à couper le souffle et cuisine raffinée, le Japon a de nombreux atouts dans sa manche. Cet automne, j'ai sillonné le Japon avec mon sac à dos, à la recherche de moi-même, des autres et de l'invisible, afin de mieux comprendre pourquoi ce pays, son histoire et son peuple me fascinent tant. Ici Nam, et j'ai le plaisir de vous inviter dans le premier grand format de Travel Stories, en route vers le pays du soleil levant. On démarre ce voyage à Tokyo, la plus grande mégalopole au monde, plus de 40 millions d'habitants, un ensemble de villes à perte de vue. Pour explorer Tokyo, j'opte pour la stratégie de me lever très tôt le matin, sachant que le soleil se lève vers 5h et se couche vers 16h30 à ce moment de l'année. Ça me permet à la fois d'éviter la foule le matin et d'avoir un aperçu nocturne de certains lieux le soir. À Tokyo, il y a 2 zones que j'ai particulièrement aimé visiter. La première, c'est celle qui regroupe à la fois le parc Ueno, dans lequel se trouve le musée national de Tokyo, le sanctuaire Asakusa, que je vous conseille de visiter à la fois tôt le matin et à la fois à la nuit tombée, et la Tokyo Skytree, une tour de plus de 630 mètres de haut, la plus grande antenne du Japon, et vous pouvez monter jusqu'à 350 ou 450 mètres de haut, ce qui vous permet d'avoir une vue sur tout Tokyo et de vous rendre compte de l'immensité de cette jungle urbaine. La seconde zone, elle se trouve en banlieue tokyoïte. Il s'agit de la ville de Kamakura, dans laquelle vous allez pouvoir trouver à la fois des temples et certaines zones qui vont être très agréables à visiter à pied. Vous allez pouvoir aller jusqu'à Enoshima, une petite presqu'île où vous pouvez à la fois vous balader le long de la plage et observer le mont Fuji au loin. Vous pouvez très bien revenir le soir par Yokohama, une ville où il y a beaucoup d'attractions et beaucoup d'illumination. Lorsque vous arrivez au Japon, vous allez vite être frappé par l'organisation incroyable des transports publics. Pour vous donner une idée, les 23 gares les plus utilisées au monde sont au Japon, devant la gare du Nord de Paris. Il y a donc des transports partout et tout le temps. Vous allez aussi être marqué par la propreté impeccable de la ville. Il n'y a pas un mégot par terre, puisque fumer dans la rue n'est pas vraiment autorisé, il y a des espaces spécifiques pour cela. Vous allez aussi voir la discipline scrupuleuse des Japonais, qui respectent bien les files d'attente, qui respectent les passages piétons et qui respectent donc toutes les règles au sein de leur société. Et enfin, vous allez vite vous sentir en sécurité. Et oui, pour l'anecdote, j'ai rencontré une Française qui a perdu son portefeuille en ville. Elle est allée au commissariat et on lui a retrouvé en 15 minutes parce qu'une personne l'avait déposé. Lorsque vous allez au Japon, vous allez vraiment ressentir ce sentiment de sécurité, peu importe l'endroit où vous vous baladez. En visitant le Japon, vous allez vite vous rendre compte que certains lieux sont complètement blindés de monde, ce qui en fait des lieux de visite assez désagréables. Mais vous avez toujours des alternatives qui ne sont pas forcément connues et qui sont tout aussi charmantes. Parce que le Japon a une richesse de patrimoine absolument délirante, donc pas de panique, vous avez juste à lever un petit peu la tête et regarder autour de vous, et vous trouverez toujours des alternatives à vos visites. À présent, nous allons nous rendre dans la préfecture de Tochigi, et plus particulièrement à Nikko. Pour y aller, vous pouvez très bien partir de Tokyo et prendre un pass 2 jours ou 4 jours, ce qui sera très pratique. Je dirais qu'il y a 4 centres d'intérêt principaux dans cette région. Il y a tout d'abord une merveilleuse zone de temples et de sanctuaires connue mondialement. Vous pouvez y aller à l'ouverture pour éviter les quarts de touristes, mais faites attention à la tombée de la nuit, c'est très très humide car en pleine forêt, donc la température et la luminosité baissent très rapidement. Mon coup de cœur, c'est l'abîme de Kanman-ga-Fushi, un lieu bien calme, délaissé des touristes, à tout juste 15 minutes de marche de la zone principale. Ensuite, vous pouvez faire des randonnées, notamment autour du lac Shusenji, où il y a de très beaux panoramas, des cascades et des montagnes, comme par exemple le mont Nantai, que vous pouvez gravir l'été. Pour ma part, j'ai eu vraiment très froid autour du lac, donc j'ai dû courir un petit peu pour me réchauffer. Il y a également les onsen présents dans la zone. Personnellement, je suis allé dans une superbe auberge de jeunesse à Kinugawa Onsen. Je vous mettrai le lien
en description. Et enfin, il y a 2 parcs d'attractions à Kinugawa, donc le Edo Wonderland qui vous plongera dans le Japon médiéval, et le Tobu World Square qui propose des maquettes géantes de nombreux monuments du monde entier. Au Japon, vous allez tout de suite remarquer la présence systématique de lieux de culte, qui peuvent grandement contraster avec le décor urbain alentour. Prier, ça fait partie du quotidien pour de nombreux Japonais. Ils se rendent fréquemment dans les lieux de culte, et plus de 90% d'entre eux sont à la fois bouddhistes et shintoïstes. Une religion animiste dédiée par exemple aux kami et aux yokai, et dont l'entrée est symbolisée par un tori, ses portes oranges. Lorsque vous rentrez dans un sanctuaire, on va saluer une première fois en passant sous le tori et en enjambant le palier de la porte réservé aux divinités. En traversant cette frontière, on passe alors symboliquement du monde des vivants au monde des esprits. Chaque sanctuaire vénère certaines divinités. Les fidèles donnent aux kami des pièces de 5 yens, gohen, ou d'autres offrandes. Puis ils sonnent la cloche pour signifier aux kami leur présence, avant de joindre leurs mains à 2 reprises en s'inclinant, afin de leur adresser leurs vœux. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les représentations de Reijin et Fujin qui sont à l'entrée des sanctuaires. Nous quittons Toshigi pour les Alpes japonaises. Tout d'abord, je suis allé dans le village de Nozawa, célèbre station de ski d'hiver. En cette fin d'automne, il n'y avait pas encore grand monde, mais j'ai pu me revigorer grâce au onsen public. Par la suite, je suis allé visiter le temple Zenkoji à Nagano et le château de Matsumoto, 2 villes où j'ai eu particulièrement froid et ça n'a pas été le moment le plus agréable de mon séjour. Alors, pour faire une petite aparté, je vais vous expliquer ce que sont les onsen. Ce sont des sources chaudes qui peuvent être dans des bassins intérieurs ou extérieurs et leur température atteint facilement les 50 degrés. Leur spécificité, c'est la présence de minéraux au sein de l'eau, comme du soufre, du fer ou du lithium. Lorsque l'on rentre dans un onsen, il est de coutume d'être nu. Les hommes et les femmes sont donc séparés. Chacun commence par se laver en s'asseyant afin d'éliminer les impuretés de la journée. On peut alterner les bassins d'eau chaude et les bassins d'eau froide pour favoriser la circulation sanguine. Les onsen sont pour les Japonais des lieux de partage destinés à la fois à purifier le corps et l'esprit. De nombreuses vertus y sont attribuées, aussi bien sur le plan physique, comme de la détente musculaire ou des soins de la peau, que sur le plan mental, comme la réduction du stress et de l'anxiété. Durant mon séjour au Japon, les onsen ont été de précieux alliés et je leur suis bien redevable. Sans eux, je serais sans doute tombé malade plusieurs fois et je n'aurais pas pu faire les rencontres que j'ai faites avec des locaux. Le Nakasendo est une route historique qui reliait Kyoto à Edo, l'actuel Tokyo, pendant l'époque d'Edo, du XVIIe au XIXe siècle, sur un peu plus de 500 km. Le parcours durait environ 15 jours et son objectif était de faciliter les déplacements et le commerce. Il y avait 69 villages-étapes qui permettaient aux voyageurs de se reposer tout au long du parcours. Ces voyageurs, ça pouvait être des commerçants, des samouraïs ou même des membres de la famille royale. J'ai eu la chance de parcourir plusieurs villages comme Narai, Magome et Tsumago et de randonner un petit peu autour de tout ça. Je vous montre ça tout de suite, mais attention aux ours. Je suis actuellement sur le Nakasendo, entre Tsumago et Magome-juku. Et c'est magnifique, c'est paisible. C'est juste la meilleure marche que j'ai fait de ma vie. Je vous la conseille fortement. Après un passage au château de Nagoya, qui sera encore en travaux pour quelques années, je suis arrivé dans l'ancienne capitale nippone, Kyoto. Une ville particulièrement appréciée des voyageurs pour son patrimoine culturel très préservé et sa position géographique. On a notamment le quartier de Gion, où les geishas exercent encore leur métier,
et de nombreux temples et de points d'intérêt disséminés sur les collines aux alentours. Ajoutez à ça les autres villes, Osaka, Kobe, Nara, Nagoya, qui se trouvent dans la même zone, et ça nous fait un cocktail très prisé par les touristes. Je ne vous conseillerais pas forcément d'aller à certains endroits, comme Arashiyama si vous voulez seulement faire la forêt de bambou. Par contre, il y a de belles randonnées à faire autour de cela, et il y a des forêts de bambou à voir un petit peu partout au Japon. Idem pour le pavillon d'or, qui est déjà très prisé par les quarts de touristes et les visites scolaires, et dont la visite est assez rapide. Il y a 2 zones que j'ai particulièrement aimées à Kyoto. La première, c'est celle de Ginkakuji, donc le pavillon d'argent, avec une petite randonnée qui va vous permettre au coucher du soleil de surplomber la ville. Petit foufou des hauteurs de Kyoto, en fin de journée. Magnifique. La seconde, c'est le mont Inari. J'y suis allé tôt le matin et j'ai eu le droit au premier rayon du soleil lorsque je suis arrivé tout en haut. La descente n'en a été que plus belle. Je vous laisse en juger par vous-même. Particulièrement victime du tourisme, Kyoto ne sera pas forcément une bonne visite en 2025, puisqu'on a à la fois la taxe de séjour qui va être multipliée par 10, ça peut donc atteindre 60 € par nuit, et on a Osaka à seulement 30 minutes qui va accueillir l'exposition universelle sur une bonne partie de l'année. Donc si vous comptez aller à Kyoto, je vous conseille d'attendre un petit peu. Après quelques jours à Kyoto, je suis allé à Nara. J'ai pas pu m'arrêter à Uji parce qu'il y avait une panne de métro, comme quoi ça arrive aussi au Japon. J'ai été très surpris par Nara, c'était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais et j'ai été un petit peu pris de court au niveau de mon temps de visite. Donc j'aimerais bien y retourner et prendre plus de temps la prochaine fois. J'ai beaucoup aimé faire le Todaiji qui héberge une énorme statue de Bouddha, mais également des jardins qui sont visitables gratuitement aux alentours. Et enfin Nara, c'est avant tout se balader dans les parcs, prendre un peu de hauteur, parcourir la forêt de Kasuga. Vous croiserez des biches tout au long de votre marche. Vous pourrez également leur donner à manger, même si ça reste une activité très touristique. Respectez avant tout ces animaux sauvages. J'ai repris le Shinkansen, donc le train à grande vitesse, pour retourner vers Tokyo. Mais avant cela, petite escapade vers le mont Fuji. Donc d'abord, j'ai fait une journée qui a été un petit peu frustrante en allant au mont Owakudani. Enfin bon, une journée qui a été un peu compliquée. Heureusement qu'il y avait un très très beau onsen dans le coin. Je vous mettrai ça en description, ainsi que l'auberge de jeunesse absolument excellente dans laquelle j'étais. Le lendemain, je me suis donc rapproché du mont Fuji. Je suis d'abord allé à Oshino, où j'ai vraiment aimé ces petits étangs translucides, vraiment magnifiques. Par la suite, je suis allé à Shuraito. Si vous n'avez pas énormément de temps, je vous conseille de skip ce lieu, parce qu'il y a énormément de monde, même si vous marchez un petit peu aux alentours. Et enfin, je suis allé à Fujikawa Gochiko, donc là, gros coup de cœur. Ah, je suis au niveau du lac Kagawushi, juste devant le mont Fuji, Fujisan. Et c'est juste génial, on est en fin de journée en hiver. Et ouais, il fait super beau, je suis en train de faire le tour du lac en vélo et je me régale. Il faut savoir que le mont Fuji, c'est vraiment une montagne qui est sacrée pour les Japonais. Il culmine au sommet du Japon à presque 3800 mètres d'altitude depuis plus de 100 000 ans. C'est considéré comme une entité à part entière qui possède une âme. C'est un site de pèlerinage depuis plus de 1200 ans à la fois pour les bouddhistes et les shintoïstes. Vous pouvez le gravir l'été, plus ou moins facilement, mais son ascension aujourd'hui est vraiment trop prisée des touristes, ce qui est vraiment dommage. Le mont Fuji, c'est donc un site emblématique du Japon, à la fois sur le plan culturel, mais aussi sur le plan symbolique. Ainsi s'achève cette première aventure au Japon. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce beau pays, si ce n'était pas déjà le cas avant. Durant ces quelques minutes, je me suis permis d'aborder des thématiques qui m'ont marqué tout au long de mon voyage et qui me paraissent très représentatives de l'esprit du Japon d'aujourd'hui. Je ne me suis pas attardé sur des nombreux sujets qu'il mériterait.
En tout cas, le Japon est vraiment riche de culture et d'histoire et je ne peux que vous inciter à visiter le Japon avec l'idée en tête de sortir des sentiers battus. Le Japon, c'est un pays qui se découvre pas à pas et qui mérite qu'on s'y perde un petit peu. C'est là où vous l'attendrez le moins qu'il saura le plus vous surprendre. Si ça vous intéresse, je peux sortir un guide de voyage sur le Japon qui répondra à toutes vos questions d'un point de vue pratique et qui regroupera des informations à connaître pour améliorer votre expérience. Mais pourquoi pas aussi des vidéos un petit peu plus spécifiques sur le Japon et ses habitants. Ce premier épisode de Travel Stories m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite vraiment à le partager autour de vous, à vous abonner à Travel Stories et à laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt, j'espère, pour un prochain épisode dans une toute autre destination. Ciao.